Salut à tous, salut YouTube. On se retrouve avec une invitée très spéciale aujourd'hui avec nous. Avant de commencer cette vidéo, je vous propose déjà de vous abonner à ma chaîne et aussi d'activer les notifications. C'est super important, comme ça vous serez au courant de chaque nouvelle vidéo. Je te laisse te présenter pour commencer. Ok, bah déjà merci de m'inviter. Ça me change un peu parce que souvent c'est plutôt moi qui interviewe les gens pour les entrevues. Alors là, je passe comme de l'autre côté, donc ça me fait bizarre et je vois ce que c'est de ressentir le stress Ouais, de l'interview. Alors, moi je m'appelle Stéphanie, ouais. j'ai un DEASS, donc un diplôme d'état d'assistante de service social que j'ai obtenu en France à l'IFTS d'Échirolles. Donc ça me permet de porter le titre professionnel d'assistante de service social, puis d'exercer sur des postes d'AS. Donc quand je dirais AS, ça veut dire assistante de service social en France. Puis, je suis également travailleuse sociale, membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Donc ça me permet d'exercer au Québec, principalement en tant que travailleuse sociale, mais pas dans tout le Canada, vraiment que sur le Québec. Et puis aussi, je suis bientôt nouvellement diplômée d'une maîtrise en travail social, option mémoire de recherche de l'UQAM, donc c'est l'Université du Québec à Montréal. Puis pourquoi je disais que j'ai plus l'habitude d'interviewer les gens, c'est parce que je suis aussi la fondatrice de la chaîne YouTube et du Facebook Une assistante de service social à Montréal. Donc avec mon petit hashtag DEASSAMTL, parce que ça veut dire Montréal. Et puis sur ce réseau-là, j'ai bâti puis j'ai créé un guide d'information que je propose gratuitement donc, sur la page Facebook. Et il est destiné en fait aux personnes qui exercent dans le domaine du social, comme dans le service social ou l'éducation spécialisée, plus particulièrement, puis qui ont le projet d'immigrer au Québec ou qui sont déjà présents en fait sur le territoire, puis qui veulent obtenir davantage d'informations sur la profession de travailleuse sociale, la catégorie professionnelle des travailleurs des services sociaux et communautaires, tout ça. Donc, je vous inviterai à aller le parcourir si ça vous intéresse peut-être d'immigrer au Québec. Puis en plus, je réalise des capsules vidéo informatives. Alors là, c'est sûr que j'attends mon objectif d'appareil photo qui devrait bientôt arriver. Je ne peux pas trop en faire en ce moment. Et donc, je fais des interviews de professionnels qui sont issus de l'immigration, mais aussi avec des Québécoises et des Québécois qui travaillent en fait dans le social au Québec. Et il n'y a pas longtemps, je me suis mise sur Instagram. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est rentré en contact. Mais c'est pas trop ma génération. Donc, pour l'instant, je découvre encore plein d'affaires. Puis comment ça marche d'ailleurs. Merci pour ton soutien par rapport à ça. Donc, vous l'aurez compris, on a une invitée d'honneur aujourd'hui, Stéphanie. On a beaucoup de chance qu'elle ait accepté cette interview. Merci beaucoup, Stéphanie. Avec grand plaisir. Il y a une question qui me trotte dans la tête. Dis-moi exactement comment est-ce qu'un assistant social diplômé en France peut reconnaître son diplôme au Québec? En fait, il existe une entente entre la France et le Québec qui permet une mobilité professionnelle, spécifiquement pour la profession d'assistante de service social et l'équivalent au Québec, c'est travailleuse sociale. Il y a une ARM qui a été mise en place. C'est un arrangement de reconnaissance mutuelle de qualification professionnelle. Donc, les personnes qui ont un DEASS, qui ont réalisé leur formation pendant les 3 ans d'études en France, peuvent demander à être membres de l'Ordre des travailleurs sociaux puis des thérapeutes conjugaux et familiaux au Québec pour être TS, c'est ça. Et donc, une fois que le travailleur social est membre, il peut commencer à exercer finalement. Oui, c'est ça. Il peut commencer à exercer et porter le titre professionnel de travailleuse sociale, c'est ça. En tant que salarié et en tant que libéral? Oui, on parle de pratique autonome au Ok. Québec, salarié, que ce soit dans le milieu un peu plus fonction publique ou dans le milieu un peu plus communautaire, entre guillemets. C'est hyper intéressant. Donc, je pense que c'est une question que justement les personnes qui vont regarder cette vidéo vont se poser. Je sais qu'en France, en tout cas particulièrement en France, le terme de travailleur social ou travailleuse sociale, c'est un ensemble de professionnels, c'est comme une catégorie professionnelle. Par contre, assistante de service social, c'est un titre protégé. Tu ne peux pas occuper un Ouais. emploi ou exercer ou porter ce titre si tu n'as pas le DEASS. Par contre, au Québec, c'est le titre de travailleuse sociale qui est protégé. Puis la catégorie professionnelle des personnes qui travaillent dans le social, on dirait plutôt que c'est des intervenants sociaux ou des professionnels qui exercent dans le domaine du social.
Et du coup, ça fait combien de temps que tu es au Québec maintenant? Ça fait plus de 4 ans. Je suis arrivée en août Ouais, 2016. Donc, ouais. un petit peu plus de 4 ans, c'est ça, avec un permis d'études. Donc, je suis vraiment là en tant qu'immigrante temporaire Mhm. pour réaliser en fait ma maîtrise en travail social. C'est niveau master. Alors, donc toi, tu as dit que tu as un DEASS. C'est ça. C'est vrai que moi, c'est un peu chinois, ces termes-là, parce que je travaille en Suisse. Est-ce que tu Oui. peux me dire exactement ce que c'est? Alors, le DEASS, c'est donc le diplôme d'État de l'État français Ouais, spécifique à la profession d'assistante de service social. ok. ASS, ça veut dire assistante de service social. Ouais. Puis si tu veux savoir comment faire pour exercer sur des postes d'assistante sociale en France, bah, il faut avoir ce diplôme d'État. Mhm. Puis automatiquement, ce diplôme te permet de porter le titre professionnel et d'occuper des postes Ok. d'ASS. Donc toi, tu as le DEASS. Tout à fait. Ouais. Tu l'as obtenu quand? Je l'ai obtenu en 2012 dans la région de l'Isère, à l'IFTS Ouais. d'Échirolles. Tu as obtenu ton DEASS en 2012 Oui, et ensuite tu as pu commencer à travailler comme assistante de service social. tout à fait. J'ai pas tout de suite exercé en France parce que je suis Ouais, partie 3 mois en volontariat international en Côte d'Ivoire. Donc, ouais. quand je suis revenue, j'ai toujours exercé sur des postes d'assistante sociale donc de 2013 à 2016. Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type en tant qu'assistante de service social? Pour la France, je pense que je vais parler de mon expérience en association. Alors, c'est sûr que ça remonte à 5-8 ans, donc j'ai essayé un peu de me remémorer ces derniers jours ce que je faisais pour me préparer. Le contexte, je travaillais en asso auprès des gens du voyage. Je ne sais pas si tu vois ce public, mais au cas où, c'est les Gitans, les Manouches, les Sinti, les Mm, Yéniches, qui sont des citoyens français. Donc, mm, moi, je travaillais avec ce public-là. Puis, j'avais vraiment les mêmes missions que les assistantes de service social qui exercent en polyvalence de secteur. Je sais que tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec Kevin sur la oui. polyvalence de secteur. Ben, c'est voilà, un peu le premier accueil. Quand tu as besoin de voir une assistante de service social, ben, nous, on était le premier accueil pour les gens du voyage. Puis on avait une Mm, particularité supplémentaire, on était également un centre social. Donc on était agréé par la caisse d'allocation familiale. Puis on ouais. était un centre social mobile. Alors pour la journée type, en bref, j'arrivais le matin, je saluais mes collègues, je prenais mes courriels, mes messages téléphoniques. Puis soit je commençais mes rendez-vous, soit j'avais des permanences Mm, sans rendez-vous, ouais. soit j'allais en réunion d'équipe, soit je passais sur les terrains. Puis Mm, alors, qu'est-ce que ça veut dire passer sur les terrains? À l'époque, peut-être que la législation a un petit peu changé depuis, mais les communes qui avaient plus de 5000 habitants, elles ont l'obligation de mettre à la disposition des gens du voyage un ou des aires d'accueil. Puis un aire d'accueil, c'est un terrain qui est aménagé avec un bloc sanitaire, salle de mm, bain, toilette, de l'eau, de mm. l'électricité pour les familles qui sont nomades. Puis quand ces personnes vont sur les terrains, ils payent comme un petit loyer, enfin un loyer, clairement, c'est pas gratuit. Et donc sur mon territoire, si je dis pas de bêtises, j'avais en référence 3 à 5 terrains. Puis moi, je passais D'accord. voir les gens dans la semaine s'il y avait besoin d'une assistante de service social, d'un soutien, d'une référence. J'étais Ouais. vraiment dans la prévention. Puis ça, c'était vraiment super C'est intéressant. magnifique. Ouais. Ouais. Puis selon les terrains et puis les exigences de durée de pouvoir rester sur le terrain, bah, des fois, je pouvais voir des gens nouveaux toutes les semaines Mm, ou parfois, bah, il y en a qui restaient presque jusqu'à 9 mois avant de s'installer ailleurs. Donc là, tu avais le temps de créer, de faire des interventions, d'avoir un suivi, puis mm, c'était moins ponctuel en fait. mhm. Dans mes souvenirs, puis avec le recul, dans tout ce qui concernait l'accompagnement individuel, c'était très axé, axé au droit, Mm, débloquer des aides, écrivain public, parce que je travaillais quand même avec un public qui est en très grande partie illettré, donc mm, bien faire la différence avec analphabète, donc lire les papiers des allocations familiales, la mm. retraite, la couverture maladie, revenu de solidarité active, je ne sais pas comment ça s'appelle en Suisse, peut-être l'aide sociale, RSA, c'est ça? ouais, le RSA en Oui, France, chez nous, c'est l'aide sociale, ouais. voilà, c'est faire des demandes d'aide financière, des demandes Ouais, d'aide au logement, parce que les ouais. caravanes, en fait, c'était leur logement. Puis, en fait, elles se détériorent bien plus vite qu'une maison, donc il faut la changer Ok. plus régulièrement. Ouais. Puis, j'avais pas beaucoup de place pour l'accompagnement, on va dire plus psychosocial. Alors oui, on travaillait sur la place des gens du voyage au sein de la société, le lien avec les habitants de la ville, Mhm. l'exclusion, les préjugés, voire des fois même le racisme qu'ils pouvaient vivre.
Mais Ouais. c'était pas vraiment sur ça que je pouvais travailler en priorité parce que l'accès au droit, l'administratif prenait plus de place en fait. Puis c'est D'accord. là que le centre social mobile en fait avait un super intérêt. Par exemple, on a organisé des repas qui étaient préparés par les femmes de la communauté, des gens du Mhm. voyage, dans les locaux de la CAF. Et puis, on offrait ce repas à un prix modique aux habitants de la ville. Et puis là, on favorisait la rencontre entre les populations. Puis on était souvent dans un vrai échange culturel, parce qu'après, ça pouvait enchaîner sur des discussions, des débats et tout. Ouais. Et tu arrivais quand même à créer un lien avec les personnes que tu accompagnais? Tout à fait. Ben, en même temps, c'est compliqué d'intervenir si on ne crée pas de lien, Ouais. je trouve. Donc oui, c'est sûr que parfois, c'était un peu plus difficile Mm. parce que les personnes peuvent être méfiantes. C'est qui cette assistante de service social qui débarque chez moi là? Parce que quand même, j'arrive sur un terrain, j'arrive chez eux. Ils sont en train de payer un loyer pour être là, c'est comme je Oui. débarque. Donc, est-ce que vous m'autorisez à rentrer? Est-ce que je peux m'approcher? Mais oui, je pense que j'ai toujours pu créer un lien. Les personnes qui n'avaient pas besoin de mon aide, qui ne voulaient pas me voir, bah, ils ne venaient pas me voir. Mais souvent, ce Mm. qui est bien, c'est que quand tu connaissais une famille sur un terrain, tu allais te présenter. Puis d'un coup, hop, ça allait faire le tour de la caravane. Bah, regardez, si vous voulez venir, là, il y a l'assistant de service social. Tu as reçu tes papiers de la CAF, tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il faut faire, s'il faut appeler Ouais. un tel ou pas. Ouais. Bah, va la voir, elle va pouvoir t'aider. T'inquiète, elle Ouais. est gentille. Enfin, ou peut-être qu'on Ouais. disait, va pas la voir, elle est horrible. Mais j'espère pas. C'est ça. Alors, je pense qu'ils étaient très contents d'avoir quelqu'un qui pouvait les aider. Puis après, Bah, une fois que tu as créé le lien avec une personne, elle peut te recommander auprès des autres. c'est ça. Ouais. Mais c'était ça aussi qui était intéressant. C'est Mm. le fait que de travailler avec des communautés ça passe beaucoup par l'oral et pas Mm. par l'écrit. Et tu as travaillé aussi comme travailleuse sociale, pardon, au Québec. Tout à fait, tout à Est-ce fait. que tu voudrais nous en dire un peu plus? Avec plaisir. Alors, mon expérience à titre de travailleuse sociale au Québec, je l'ai fait dans le programme Famille, Enfance, Jeunesse. L'acronyme, c'est FEJ. Puis Mhm. spécifiquement, j'étais au service GED, donc Jeunes en difficulté. Puis moi, j'étais travailleuse sociale scolaire pendant 1 an et demi dans les écoles primaires, en fait. Mhm. Et ça a vraiment été un bonheur de découvrir des postes d'assistante de service social, donc ici de travailleuse sociale dans les écoles primaires. J'ai Oui, vraiment adoré cette expérience. Puis ouais. c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, je lisais les éducateurs spécialisés qui expliquaient qu'en France, il y avait la nécessité de créer des postes d'éduc dans les écoles primaires et tout, puis les collèges. Bah, je me disais, mais les postes d'assistante sociale aussi, surtout pour l'école primaire. En gros, tout enfant ou famille qui avait un enfant dans l'école où je travaillais, Mhm. qui vit des difficultés, qui a un impact sur son bien-être, son moral, ses émotions, ses relations avec les autres, bah, il pouvait potentiellement venir demander un soutien de mes services en fait. Les problématiques, elles sont hyper diverses. J'ai comme fait une liste. Alors, je vais les dire vite. Dépression, intimidation, rejet, isolement, Ah idées ouais, suicidaires, décès, peine ouais, d'amour, conflits familiaux, décrochage scolaire, gestion de la colère, ouais. relations parents-enfants, exposition aux écrans et tout ça. Donc moi, en tant que TS, alors ça veut dire travailleuse sociale, hein, pas tentative de suicide, parce que je sais qu'en Europe, ça fait bizarre quand on dit TS, ben, Oui. mon intervention, elle consistait à évaluer la situation de la personne. Ici, ça pouvait être évaluation individuelle de l'enfant ou l'évaluation familiale, c'était bien souvent familial, Mhm. et évaluer leurs besoins pour proposer un plan d'intervention pour répondre Mm. aux objectifs. Puis en gros, changer la situation à l'actuelle. Alors moi, je pouvais faire du coaching parental, du soutien parental, pardon, du conseil, des références, orienter vers des ressources communautaires puis institutionnelles. Puis en gros, pour ma journée type, bah, moi, j'arrivais dans les écoles, je salue les profs, les intervenants, parce que c'est eux qui voient les enfants au quotidien, puis tu sais, qui peuvent me parler d'une situation qui les préoccupe par rapport à un enfant. Mhm. Aller voir mes courriels, prendre mes appels, puis commencer mes entrevues. Puis là encore, au niveau familial et individuel, je n'ai jamais fait d'aide financière, d'ouverture de droits, santé sociale. Ce n'est pas ce qu'on venait chercher chez moi. Ça, Ouais. c'était réalisé par des techniciens ou des agents d'aide sociale, par exemple.
Mais par Hmm. contre, moi, j'ai été amenée plutôt à rédiger des rapports psychosociaux pour orienter vers des services médicaux, Mhm. psychologiques, Mhm. neuropsychologiques. Alors des fois, voilà, j'avais une petite qui venait me voir parce qu'il y avait eu un décès dans sa famille. Mhm. Puis c'était compliqué de comprendre réellement ce que ça voulait dire pour elle. Elle voyait ses parents tristes, moins présents, ou un enfant qui est au centre d'un conflit conjugal. Puis tout ça, ça avait une incidence sur le couple parental. Donc, il fallait travailler avec les parents sur la partie couple parental, couple conjugal, entre Mhm. guillemets, où je me rappelle aussi une famille complètement exposée aux écrans, avec des dépendances autant des parents que des jeunes, avec je sais pas moi, des troubles liés aux jeux vidéo, puis qui avaient besoin d'outils pour rétablir la communication en fait, au sein Mhm. de la famille. Donc, travailler sur les habiletés sociales en fait, et relationnelles des enfants. Et c'était les enfants qui venaient te voir par eux-mêmes ou c'était les enseignants qui te les envoyaient? Il y avait plusieurs possibilités. Les enfants, généralement, j'ai une seule fois une enfant qui est venue me voir, mais moi, je dois demander le consentement des parents avant de Ouais. rencontrer un enfant, parce qu'on est Hmm. dans un contexte volontaire. Hmm. Donc, une fois, j'ai une jeune, mais qui avait donc la primaire, ça va presque jusqu'à 12 ans, enfin, ça va jusqu'à 12 ans, donc elle devait avoir 12 ans, qui est venue me voir. Elle m'a exposé sa situation, puis je lui ai dit, écoute, moi, si tu veux qu'on débute un suivi, que je fasse mon évaluation du fonctionnement social, puis qu'on mette en place un plan d'intervention, il faut que je demande l'autorisation à tes parents, est-ce que Hmm. tu leur en as parlé et tout. Puis là, je prenais contact avec les parents, dès que j'avais l'accord, je pouvais commencer. Sinon, généralement, c'est les parents qui venaient me voir en me disant qu'ils avaient besoin de soutien, ou parfois les professeurs ou les intervenants, éducateurs spécialisés, éducatrices spécialisées, psychoéducatrices, orthophonistes, il y a aussi des orthopédagogues, si je ne dis pas de Ouais. bêtises, pouvaient venir me voir en me parlant d'une situation qui les inquiétait. Puis là, ils donnaient mon contact aux parents et les parents me contactaient. Ou parfois, quand c'était difficile, mais je ne le faisais pas souvent parce que comme on est dans un contexte volontaire, l'idée c'est que ça soit les parents qui viennent te voir et Ouais. pas l'école qui pousse pour que tu ailles voir la travailleuse Ouais. sociale. C'est arrivé une ou deux fois que c'est moi qui ai contacté les familles, mais parce que ces familles avaient explicitement dit au prof, dis à Stéphanie de m'appeler, dis-lui qu'elle Ok. me contacte et tout. Alors Ça a c'est l'air sûr, vraiment génial comme ouais, poste. c'est vraiment super. Puis là, je t'ai parlé que de la partie individuelle et familiale, comme Ouais. je t'ai fait pour l'expérience d'avant, mais il y avait aussi la partie groupe, intervention de groupe, et la partie communautaire en fait. Ouais. Et justement, si on fait un mix de ton expérience d'AS en France et cette expérience de travailleuse sociale au Québec, quelles sont les qualités requises selon toi pour faire ce métier-là? Je pense qu'il faut avoir envie de travailler avec les humains. Je dirais pas un don là, parce qu'il n'y a pas de don, mais il faut aimer être dans les relations humaines, Hmm. vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est important. Si on est une personne qui est plutôt, qui est pas très sociale ou pas très sociable, ça peut être plus compliqué pour travailler dans ce domaine-là, bien que la Ouais. formation peut t'aider à évoluer sur beaucoup de points. Une autre qualité peut-être aussi, c'est être assez rigoureux. Parce que quand on travaille, enfin, c'est rigoureux et avoir le sens des responsabilités. Mhm. On est responsable de nos activités professionnelles. En tout cas, au Québec, on est clairement imputable de tout ce qu'on fait. En France aussi également, dans une autre mesure. Dans Parce quel que il y sens? a tout un truc. Ben, tu vois, peut-être qu'on va avoir une situation, puis ça va demander d'avoir la vision assez globale, de se dire, OK, alors, pour cette personne, il va falloir faire ça, ça, ça. Il va peut-être falloir débloquer ça. Il va falloir que je contacte tel partenaire, que je contacte telle personne dans cette famille pour Hmm. mieux faire mon Hmm. évaluation. Et puis, en fait, je pense que la qualité principale, c'est juste aussi d'avoir envie. Ouais. Avoir envie d'être dans le travail social, le service social de manière générale. À Hmm. partir du moment où on est motivé, on est quelqu'un qui est assez optimiste, c'est déjà des bonnes qualités pour Ouais. travailler là-dedans. Et à l'inverse, du coup, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ces expériences-là? La première difficulté en tant que telle, et peut-être parce que je l'ai vécu aussi, c'est l'épuisement professionnel. Hmm. Je pense qu'on fait souvent ce métier par passion ou par vocation, puis on en veut là. On est dans la défense des droits, l'accès aux droits, favoriser l'autonomie des personnes, puis on n'a pas toujours les moyens de le faire.
parce que les budgets baissent, il y a un manque criant de professionnels, pas parce qu'il y a une pénurie de professionnels, c'est certain, mais il n'y a peut-être pas assez de postes qui sont créés en fait. Donc tu peux te retrouver toute seule pour accompagner trop de monde, puis c'est pas possible, tu pètes une coche, comme on dirait ici. Puis aussi, la profession, elle est peu valorisée, alors que c'est une formation pourtant qui est essentielle dans un pays. Je ne sais pas en Suisse, mais si je te donne les salaires des assistants de service social, en France, tu pleures. Hein. Ici, si tu veux, il y a une certaine reconnaissance salariale, c'est-à-dire qu'on est quand même bien payé. Donc, si tu veux, ça a l'air d'être un bon salaire comme ça, mais par rapport à tout ce qu'on doit faire et à tout ce qu'on doit assumer et à toute cette charge de travail, franchement, c'est complètement sous-estimé. Et c'est de là où je pense qu'on est vraiment dévalorisé quand on travaille justement dans le travail social. Et d'autant plus dans le service social, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point on traite de choses durant une journée, en fait. C'est ça, les risques psychosociaux en tant que professionnel, non c'est un peu banalisé, ou en fait, c'est pas visible. Puis, en plus de tout ça, si je reprends sur ta question là, des difficultés, donc il y a les risques psychosociaux aussi, puis il y a tout les possibles agressions ou micro-agressions qu'on peut vivre. Puis, je sais que j'allais parler aussi de la violence. Je sais que tu proposes une formation spécifique par rapport à la gestion de la violence, mais tout ça, c'est épuisant aussi. Mais tout en disant que c'est aussi normal parce qu'on travaille avec l'humain, puis c'est pour ça qu'on le fait aussi, hein, parce qu'on ne veut pas bosser avec des machines. Quoique, je me disais l'autre jour qu'avec toute la nouvelle gestion publique, les statistiques, les machines commencent à prendre beaucoup trop de place dans notre pratique. C'est vrai. Mais pour en revenir à la violence, tu vois, ce que je trouve aberrant, c'est qu'à aucun moment, alors peut-être chez vous c'est différent, mais à aucun moment en Suisse, j'ai été formée, que ce soit dans ma formation de base ou dans l'institution où je travaille, à gérer des situations de violence. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer là-dedans, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je m'en suis pris tellement plein la gueule quand j'ai commencé ma carrière que je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, c'est bien. Toi, t'en proposes une en plus. Je me souviens pas d'avoir eu un cours spécifique sur gestion de la violence. Et encore, j'étais plus dans plutôt c'est ça, l'action non violente. C'est pas forcément ça qu'on fait dans notre quotidien. Est-ce que tu vois d'autres difficultés, Stéphanie? Peut-être que je me base un petit peu plus sur le Québec. Et c'est de sans cesse négocier avec l'employeur pour te faire entendre et respecter ton code de déontologie. Parce que ici, c'est une obligation légale. Ça a une valeur légale, pas forcément juridique. Puis que parfois, l'employeur, lui, il ne comprend pas pourquoi tu vas faire 3 entrevues avec cette personne pour ton évaluation, alors que lui, il estime que normalement, en une rencontre, c'est bon, c'est fini, allez, prends un autre client, tu sais, pour faire peut-être du chiffre et tout. Puis, une autre difficulté que j'avais essayé de réfléchir, c'était vraiment d'arriver à couper du travail. Puis, en me disant ça, je me suis dit, c'est compliqué en fait. C'est pas de couper, mais c'est difficile des fois pendant ta soirée ou ta fin de semaine de ne pas penser à lundi. Est-ce que l'aide financière que la personne a demandé avec mon aide, elle va être acceptée parce que toi, tu sais que mercredi, il n'y aura plus d'argent et que cette personne, elle doit manger ou faire ses achats de première nécessité. Ou est-ce que pendant la fin de semaine, le week-end, l'enfant pour lequel tu as fait une évaluation, il ne va pas vivre des négligences. Donc, tu vois, c'est vivre avec l'incertitude qu'on ne maîtrise pas tout. Puis, ne pas se sentir coupable. Ça peut être difficile. Le sentiment de culpabilité, il peut être très fort chez les travailleurs sociaux. Est-ce que tu as un conseil que tu t'aimerais transmettre aux personnes qui aimeraient aussi travailler dans le même domaine que toi? J'en ai 4. Wow. On t'écoute. C'est bien de repartir sur une note plus positive. Oui. Alors, la première, je dirais que la formation, autant le DEASS, la maîtrise ou le bac en travail social, puis je pense toute formation dans le social ou le travail social, ça t'amène à réfléchir sur toi. Tes jugements, ça te permet de te remettre en question, d'intégrer de magnifiques valeurs comme l'autodétermination, la justice sociale, la défense des droits. Donc, déjà, si tu penses que la personne qui est sur l'aide sociale ou le RSA, si tu crois que c'est sa faute de se trouver dans cette situation de précarité ou de vulnérabilité, oublie la formation. Parce qu'il faut clairement avoir une vision plus globale, c'est plus écosystémique. L'être humain, il n'est qu'un élément d'un système qui est complètement interdépendant et qui s'inter-influence.
où je me disais, peut-être que la formation, elle va clairement t'aider à avoir cette vision. Et c'est fabuleux parce que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir être dans le respect des droits, la dignité des gens, puis croire en leur capacité d'évoluer puis de se développer. Tout à fait. Donc, J'ai envie de faire un lien avec ce que tu dis, vas-y. parce que justement, c'est un des sujets d'une de mes prochaines vidéos. Parler des stigmas sur les personnes à l'aide sociale, parce qu'en fait, j'ai fait un TikTok récemment et j'ai eu des commentaires qui m'ont vraiment choquée, comme quoi les personnes qui sont à l'aide sociale, c'est des fainéants, c'est des personnes qui ne veulent pas travailler, etc. Et en fait, ça m'a vraiment choquée. Et du coup, j'avais envie de relever ça, d'en discuter, de voir un petit peu aussi l'opinion des personnes. Parce que, en effet, je suis totalement d'accord avec toi. Si on estime que c'est de la faute de la personne d'être dans cette situation-là, en fait, finalement, on ne laisse pas à la personne la chance de s'en sortir. On la catégorise et puis ça va la maintenir là-dedans, finalement. En tout cas, ça ne va pas l'aider à sortir de cette situation. Puis ça aide aussi à avoir la vision, en tout cas la valeur d'autodétermination des gens, puis leur possibilité d'évoluer puis de se développer. Je continue avec mon deuxième conseil. Moi, j'adore les conseils. Donc, c'était la question que j'adore. Ouais. Pour le DEASS particulièrement, moi, je dirais aux personnes, foncez sur ce diplôme. Parce que, en plus de trouver, on va dire, assurément un emploi, il y a quand même une pénurie d'assistantes sociales en France. Alors, c'est sûr, pas toujours dans les régions qu'on souhaite, mais j'ai quand même l'impression que c'est la garantie pour avoir un emploi ou pour continuer ses études. Puis, autre chose, le DEASS, il est pas mal reconnu au niveau international. Tu veux travailler dans un pays européen, il y a des ententes. Tu veux venir travailler au Québec, il y a une entente. Donc, pour moi, le DEASS, c'est possibilité d'accès à un emploi et opportunité d'exercer à l'étranger. Ouais. Ça, c'est bien pour les globetrotters. Les globetrotters. Puis, un autre conseil, moi, j'entends souvent dire les gens qui disent « Ah, mais je suis trop sensible, je ne sais pas si j'arriverai à faire cette profession. » Écoute, moi, j'ai envie de te dire, je suis quelqu'un qui est hyper sensible et hyper empathe. Et en fait, c'est une de mes plus grandes forces dans ma pratique professionnelle. Parce que oui, j'ai cette sensibilité, donc je suis capable d'être empathique, d'être dans l'empathie. Et justement, la formation, elle est venue me donner des stratégies, des positionnements, des compétences pour être professionnelle en fait avec ces sensibilités. Comme pas te laisser envahir ou te laisser submerger par l'émotion. Alors, c'est sûr, on apprend beaucoup pendant le DEASS, surtout pendant les stages. En plus, moi, j'ai eu des référentes fabuleuses qui, clairement, ont pu m'inspirer et me montrer, en fait, comment dealer avec tout ça. Puis, aussi, je ne me voyais pas faire un métier où je ne travaille pas avec l'humain, mais enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que les gens qui se disent « je ne suis pas capable, je vais pleurer dès qu'une maman va me dire qu'elle a perdu son enfant ou que sa grand-mère est décédée », d'une, la formation, elle va te permettre d'acquérir les compétences professionnelles pour pouvoir écouter, comprendre, entendre la détresse sans que ça te fasse écho, c'est un reflet. Puis, tu peux choisir où tu veux travailler. Clairement, si tu ne veux pas travailler avec des personnes âgées, des enfants, des personnes en situation de handicap, postule pas. Puis, en plus, on peut être surpris de voir comment on évolue là. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé ma formation, je me suis dit jamais je travaillerai avec des enfants. En fait, c'est la famille, enfance, jeunesse, c'est mon public préféré, tu vois. Ouais. Puis le dernier point, alors, ce que je me disais, si tu es le genre de personne qui aime bien les études, enfin, pas les études, qui aime bien la formation continue, le fait de toujours apprendre des nouvelles choses, de développer tes compétences dans ton domaine, si tu es travailleuse sociale au Québec ou assistante de service social en France, je pense qu'en Suisse, c'est pareil, il faut toujours être dans une pratique réflexive et dans le développement professionnel. Donc, généralement, tu t'ennuieras pas et tu apprendras chaque jour, en fait. Que ce soit avec ta clientèle, bénéficiaire, usager, personne. Quand je dis le mot client, je vois pas là l'idée d'un service. Pour moi, c'est de l'humain que je parle. Mais vu que j'habite ici, je me suis un peu acculturée et j'utilise aussi le langage ici. D'apprendre tes collègues de travail, de ta chef de service, ton adjointe clinique, ton école de formation, université, les formations qui sont offertes par ton ordre professionnel ou ton association professionnelle. Donc, c'est ça, mes petits conseils. Merci beaucoup. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin peut-être ?
Premièrement, bah, je te remercie encore de m'avoir invitée. C'est un super exercice pour moi. Ouais. Bonne expérience. Je sais pas si j'ai dit, mais tu es la première à m'interviewer. Donc voilà, merci. Puis peut-être un autre mot, bah, si vous passez par Montréal, bah, sachez qu'il y a le groupe des FIX, donc c'est des francophones immigrants et immigrantes exerçant au Québec, au Québec exerçant dans le social. Ben, on organise des rencontres mensuelles, du réseautage. Actuellement, ça se fait en ligne avec Zoom, mais on pourrait se rencontrer ici en fait et échanger. Puis Trop j'ai cool. aussi, ben ouais, c'est vraiment nice. Puis ça fait vraiment une belle communauté. Il y a à peu près plus de 2000 membres sur ce groupe des Ouais. fixes. Puis j'ai aussi organisé 2 rencontres en France, évidemment vers Grenoble, parce que c'est plus mon secteur quand j'ai l'occasion de rentrer. Puis toutes les infos, bah, je les mets sur ma page Facebook à ce moment-là, puis sur le groupe des fixes. Voilà. Ok. En tout cas, je te remercie beaucoup, Stéphanie. Alors, à tous ceux qui nous regardent, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour me soutenir. Comme ça, je vous mettrai toutes les coordonnées de Stéphanie en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil à sa chaîne et à son Instagram. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Bye bye. Il grogne, hein, il est pas content pour les salaires. Hein. Tu n'es pas content des salaires. Hein.